Donc, nous sommes avec le docteur Juliette Ross-Pichonneau, qui a écrit les 100 questions de la sexualité du chien et du chat, reproduction et santé. Voilà. Donc c'est un bouquin qui se lit super bien, comme son nom l'indique, c'est 100 questions et elles sont abordées avec beaucoup d'explications très claires et c'est très agréable. Nous allons laisser le docteur se présenter d'elle-même. Sachez qu'aujourd'hui c'est la partie 2 parce que on avait fait une partie 1 et pendant qu'on était en train de la tourner on s'est rendu compte que en fait c'était tellement intéressant et c'était tellement dense d'informations que j'ai dit bon on va faire 2 parties parce que sinon ça aurait duré 3 heures et j'ai pas envie que les gens aillent sur ma chaîne YouTube pour regarder Titanic. Voilà, on va laisser le docteur se présenter, je t'écoute. Merci beaucoup Thibaut, je suis très contente d'être là pour cette deuxième partie à nouveau avec toi et puis avec vous. Donc effectivement, je suis Juliette Ross-Pichonneau, je suis vétérinaire et spécialiste en reproduction animale. Ça veut dire que je gère tout ce qui concerne l'appareil génital, du mâle, de la femelle, du chien, du chat, donc tout ce qui va être reproduction assistée, faire des bébés, etc. Et également tout ce qui est maladie de l'appareil reproducteur, mais aussi tout ce qui va concerner justement la stérilisation, puisque la stérilisation c'est les ovaires et les testicules, donc aussi de l'appareil reproducteur. Et c'est quand même ultra important parce que ça touche quand même le quotidien de nos trésors et qu'en plus ça c'est quand même des zones qui sont bien sensibles. En règle générale, quand on a un problème à cet endroit-là, c'est voilà. Faut le gérer. Ouais, faut le gérer quoi. Nous sommes arrêtés sur la partie concernant la stérilisation. Oui. Et notamment, on s'était, il me semble, arrêté à la stérilisation des très jeunes chiots. Oui, exactement. Voilà, j'avais posé la question de savoir quels étaient les problèmes qu'on pouvait rencontrer si on stérilisait très jeune. Tu m'avais fait comprendre que toi, en tant que médecin, c'était pas quelque chose que tu aurais tendance à recommander. C'est ça. Et si je peux me permettre de rebondir sur ce que tu dis, parce que c'est extrêmement important, je sais plus si on en avait parlé la dernière fois, mais ce sujet-là, de effectivement, l'anesthésie, c'est pas quelque chose d'anodin, une chirurgie, c'est pas quelque chose d'anodin, donc anesthésier et opérer, a fortiori faire une ovariectomie, c'est-à-dire retirer les ovaires, en termes de technique chirurgicale, on sait presque tous faire, mais c'est pas si facile que ça, et ça représente un risque quand même hémorragique pour le chien. À partir du moment où on endort, il y a un risque anesthésique, à partir du moment où on opère, on a un risque chirurgical. Et tout ça pour dire que il y a une vraie question d'éthique à nouveau là-dessus, et tu as des pays dans le monde maintenant qui commencent à interdire la stérilisation de convenance, c'est-à-dire cet acte chirurgical non urgent et non obligatoire pour la vie de l'animal. C'est-à-dire qu'on considère que castrer un chien peut être considéré comme non éthique. Faire une ovariectomie sur une chienne peut être considéré comme non éthique. Après, évidemment, il y a tout le reste dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire la protection quand même contre les tumeurs mammaires, le fait que l'infection utérine, ça reste une dominante pathologique chez la chienne qui prend de l'âge, etc., etc., qui fait que nous, on nuance quand même un petit peu les choses. C'est pour ça que moi, je te disais, la stérilisation, globalement, oui. Maintenant, il faut réfléchir à l'âge où le faire. Est-ce que c'est pas bien quand même de laisser l'animal vivre un petit peu avec ses hormones? Et notamment parce qu'effectivement, le faire trop tôt, alors que ce n'est pas une urgence, peut être considéré, et ça l'est dans certains pays, comme quelque chose de non éthique. On en était à une partie la semaine passée et on n'avait pas fini de la couvrir, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'intéresse, qui m'intéresse moi beaucoup, mais également les abonnés, c'est au niveau des mythes et des réalités. Est-ce que tu pourrais nous donner, s'il te plaît, quelques mythes que tu as souvent, je pense, en consultation? Alors, je me souviens plus si c'est pas déjà celle que j'avais donnée la dernière fois, mais il y a ce fameux sujet de j'aimerais faire une portée à ma chienne parce que il faut qu'elle connaisse ça un jour dans sa vie. Je le redéveloppe pas. Bah voilà, désolé. Voilà, c'est le grand mythe. Une autre. C'est vraiment le grand mythe de la repro. Il y a un autre grand mythe qui est si mon chien saillit une fois, il va vouloir saillir toutes les femelles qui passent. Ça aussi, c'est un grand mythe. Ce qui, dans cette idée-là, n'est pas complètement faux, c'est qu'un chien qui sait ce qu'est une femelle en chaleur le saura probablement toute sa vie, même si on retire les testicules. L'érection chez le chien n'est pas uniquement hormonodépendante. C'est-à-dire que tu as des chiens qui vont être castrés et qui vont saillir sans problème. Est-ce qu'un chien qui a vu une fois une femelle dans sa vie va forcément être focus sur le sujet repro toute sa vie? Non. Mais par contre, effectivement, un mâle qui sait saillir, qui sait reconnaître une femelle en chaleur, qui connaît l'odeur d'une femelle en chaleur, bah c'est pas parce qu'on lui retire les testicules qu'il se souviendra pas de l'odeur de la femelle en chaleur. Et donc c'est intéressant, ça fait un parallèle avec ce qu'on a abordé dans la première vidéo et un petit peu là maintenant, c'est que la castration ne résout pas tout. Ne résout pas tout, et notamment
notamment cette habitude de saillir. Exactement. L'érection, elle a une part importante neurologique et qui n'est pas hormonodépendante stricte. Parce qu'il y a un schéma nerveux qui est bien établi. Exactement. Donc un schéma nerveux, c'est une habitude nerveuse. Pour vous donner un ordre d'idée, pour que vous puissiez un peu comprendre. Et là, on va rire un peu. Lorsque vous allez vous doucher et sous la douche, quand vous commencez à vous savonner, vous commencez toujours par le même endroit. Et maintenant que je vous ai dit ça, ceux qui regardent la vidéo, il y en a certains que ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller se doucher. Et ils vont exprès changer. Ce sera pas pareil. Voilà, c'est ce qu'on appelle un schéma nerveux. Voilà, c'est une habitude, voilà, que le système nerveux a paramétré, et c'est très très difficile à changer. Je suis coach sportif, et pour moi, les schémas posturaux et les schémas nerveux à reparamétrer, c'est vraiment très très complexe. Donc effectivement, on retourne sur le chien, ça peut avoir. Oui. Ça pas du tout l'effet escompté de stériliser, castrer notre animal pour éviter la saillie. C'est ça. Alors ensuite, il y a, j'en ai un autre qui me vient à l'esprit parce qu'on m'a posé la question récemment sur une chaîne qui allait mettre bas. Il y a ce sujet de manger les placentas. Il faut absolument que la chienne elle mange tous les placentas de la portée. Alors il y en a qui pensent que c'est du point de vue nutritionnel pour la chienne, d'autres qui pensent que c'est pour le comportement, etc. C'est moi, j'ai un peu de, je suis en train de me projeter là. Est-ce que la chienne a besoin de manger les placentas de la portée? Pas du tout. Ça ne va rien apporter de particulier au niveau nutritionnel, en tout cas pas des apports essentiels à la chienne pour sa lactation par exemple. Pire que ça peut lui provoquer des troubles digestifs assez importants. Il y a des chiennes qui partent en diarrhée assez sévère quand elles ont 12 chiots et qu'elles en mangent 12. Je me permets quand même de poser une question parce que j'y connais vraiment pas du tout. Donc, le placenta, c'est bien la poche qui contient l'embryon. L'embryon d'abord et puis le fœtus ensuite. Il est enveloppé dans 3 grandes poches, enfin plusieurs grandes poches, puisqu'il y en a une qui dit bon bref c'est un peu compliqué. On va dire qu'à la fin... C'est un peu des poupées russes quoi. À la fin, il y a la poche amniotique, et d'ailleurs souvent on confond le liquide amniotique et le liquide allantoïdien. Il y a l'allantoïde et le chorion. C'est les 3 grandes poches. Et tu as le placenta qui est zonaire chez le chien, alors que nous c'est un patch. On a une zone contre l'utérus de la mère. Chez le chien, ça fait toute une zone en fait qui fait un cercle autour du fœtus. Finalement, pour revenir à ce sujet de est-ce qu'il faut que la chienne mange les placentas, non, ça ne lui apporte rien. La louve, pour en revenir à une espèce sauvage, va le faire parce qu'en fait, les placentas, si elle ne les mange pas, ça pourrit, ça fait des odeurs qui attirent les prédateurs. Donc en fait, elle va manger tous les déchets organique pour protéger son nid en fait. Et encore une fois, on a donc répercuté un comportement d'une espèce sauvage telle que le loup, et on est d'accord que le chien, c'est pas un loup. Exactement. Enfin, c'est autant un loup que nous, on est un homme de Néandertal quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça se rapproche, mais c'est pas la même chose. C'est ça. Il y a un nombre de portées maximal qu'il faudrait éviter de dépasser. Là, on va se faire des copains. C'est une question assez difficile. Nous, on a tendance à dire qu'il ne faut pas plus de 4 à 5 portées. Sur toute la vie du chien. Ça peut paraître énorme. Oui. À nouveau, le sujet, ça va être comment elle vit ses portées. Comment elle récupère. Est-ce que c'est des portées de 15 et elle a des lactations énormes et du coup, elle met 2 ans à récupérer. Voilà. Chaque nouvelle portée doit amener à un examen de la chienne pour savoir si elle est en capacité de le faire. Il y a des éleveurs qui vont jusqu'à 6, etc. sur des chiennes qui font des petites portées. La vie du chien. Donc ça veut dire qu'un éleveur qui va utiliser une chienne, elle peut faire combien de portées par an une chienne? Il y a la physiologie, et puis il va y avoir la légalité. Voilà, alors, physiologiquement, une chienne peut Physiologiquement, elle pourrait faire une portée. De toute façon, la repro, les cycles sexuels chez la chienne sont faits pour que ça fonctionne à chaque fois. Donc une chienne qui va être cyclée à 2 fois par an, elle pourrait faire 2 portées par an. On est d'accord qu'il est absolument pas admissible, normalement, qu'une chienne à partir de 1 an fasse 2 reproductions par an c'est pour pendant ça que 9 ans. Je disais, il y a la physiologie et ensuite il y a ce qui est légal. Il y a une loi là-dessus. La législation dit qu'une chienne ne peut pas avoir plus de 2 portées sur 3 chaleurs successives. C'est-à-dire que de façon exceptionnelle, tu peux enchaîner 2 portées, mais pas plus. Tout le monde n'est pas dans la légalité et par contre, la SCC, la Société Centrale Canine, qui enregistre les portées, l'offre. Après, les gens qui font ça dans leur coin sans déclarer les portées avec des chiots qui vont pas être là, c'est autre chose. Mais par contre, la SCC est très attentive sur ce genre de choses et va refuser la portée. Il y a aussi... À condition que l'éleveur déclare les bons parents. Si par exemple sur le fichier LOF de mon chien, il est marqué que c'est tel mâle reproducteur, est-ce que je peux faire vérifier ça génétiquement? Si tu as l'accès à la carte génétique du mâle, oui, tu peux faire un test de paternité sur ton chien. Ça existe. Et je la trouve comment celle-là?
Soit elle est effectivement sur l'offre select, soit elle est enregistrée par l'éleveur. D'accord. Soit il accepte de te la donner, mais si tu n'es pas en contact avec lui, malheureusement, tu ne l'auras pas. Juste pour terminer sur le nombre de portées, parce que sinon je vais me perdre, il y a un autre critère à prendre en compte, c'est qu'on a le droit de faire porter une chienne jusqu'à 8 ans, inclus. Et pas avant 15 mois. C'est interdit aussi. Donc une portée à 1 an, c'est interdit aussi. Effectivement, si on prend en compte tout ça, tu as quand même un nombre limité de portées parce que tu peux pas avant 15 mois, tu dois t'arrêter à 8 ans. Et en plus de ça, tu as ce nombre de portées successives. Donc du coup, effectivement, voilà. Ensuite, un autre critère va rentrer en ligne de compte, c'est la césarienne. On peut pas multiplier les césariennes sur une chienne. Donc effectivement, en général, quand on me demande combien de portées peut faire une chienne en sachant qu'elle a déjà eu des césariennes, je vais dire qu'il faut se limiter à 2-3 max. 2 c'est mieux, en sachant qu'après ça dépend si elle a eu des portées naturelles avant. Mais sur le nombre de césariennes, faut quand même prendre en compte ça, parce que nous, au niveau chirurgical, il y a quand même une fragilité qui commence à se développer. Donc effectivement, on dit 2 à 3, ça dépend de si la césarienne, c'était une cicatrice, 2 cicatrices, combien il y avait de chiots, etc. Donc ça voudrait dire que, parce que là c'est un sujet qui est quand même important, parce que j'ai un gros dossier en matière d'élevage, pour les adoptants en élevage, ils ont la possibilité, eux, de pouvoir vérifier la qualité du bien-être animal prise en charge par l'éleveur sur des détails qui sont quand même vérifiables de leur côté en fait. Oui et non, parce qu'à nouveau, tu as ce que l'éleveur déclare et ce qu'il ne va pas déclarer. Les bons éleveurs vont tout déclarer. À nouveau, je veux pas du tout stigmatiser les éleveurs. Moi, les éleveurs avec lesquels je travaille, j'ai toute confiance en eux. Et du coup, en termes de tests de paternité, puisque du coup j'ai divergé pour pas... maintenant, la SCC autorise les doubles saillies, c'est-à-dire une saillie avec plusieurs mâles. Quand tu as une chienne qui, par exemple... ou on va dire un mâle dont on n'est pas trop sûr de la fertilité, où l'éleveur dit là j'ai besoin d'une portée parce qu'au niveau financier il faut que ça fonctionne, mais d'un autre côté ce mariage là me plaît plus mais le mâle est pas très fertile, etc. On dit bon, l'idée ça peut peut-être être de mettre 2 mâles, en sachant comme ça quand on dit ouais 2 mâles c'est pas éthique et tout, enfin la chienne qui est saillie 2 fois par le même mâle ou 2 fois par 2 mâles différents, pour la chienne c'est transparent, c'est pareil, enfin elle est saillie 2 fois et que ce soit 2 mâles différents, enfin voilà, là ce serait des idées reçues. En tout cas pour la chienne, c'est pas au niveau pas éthique, du tout. On est tout à fait sur des choses. Par contre, sur le suivi génétique, c'est plus compliqué. Exactement, voilà. Et du coup, ça permet d'optimiser les chances de portée de la chienne, tout en gardant la possibilité d'avoir quand même le mariage que le propriétaire voulait. Donc, effectivement, on peut faire des doubles saillies maintenant, ce qui permet, ce qui oblige par contre à la fin à faire des petits écouvillons buccaux sur les bébés et du coup pour tester qui est le père. D'accord. Oui, donc, mais par contre derrière, il y a un deuxième contrôle, il y a un contrôle génétique qui est fait sur les chiots, bien sûr, pour affirmer qui est le parent. La question quand même qui est quand même assez qu'on est obligé de poser, c'est au niveau des problèmes de fertilité chez les chiens et les chats. Qu'est-ce qui peut produire des problèmes de fertilité et surtout, c'est quoi en fait? Comment ça se manifeste? Quelles sont les pathologies? Ouais, c'est une question intéressante. Je suis en train de préparer un workshop pour un congrès international dans 2 mois sur ça. Donc, excusez-moi, alors, il faut savoir que la fertilité de la chienne est incomparable à celle de la chatte aussi, est incomparable à celle de la femme. Globalement, une chienne fertile, tu mets une chienne fertile, un mâle fertile, tu les mets au bon moment ensemble et tu vas avoir quasiment 9 chances sur 10 que ça fonctionne. Ce qui est quand même beaucoup mieux que chez la femme. Ensuite, les problèmes de fertilité sont très différents chez la chienne et chez la chatte. Pour le coup, ça se traite de façon complètement différente. Ce qu'on considère comme être la cause numéro 1 d'infertilité chez la chienne, c'est l'idée reçue dont on a parlé la dernière fois, c'est-à-dire la chienne est fertile entre le 12e et le 14e jour. Donc c'est la saillie au mauvais moment, c'est la cause d'infertilité numéro 1 de la chienne. C'est-à-dire que quand les gens viennent me voir en consultation pour infertilité, dans un cas sur 2, en fait, ils vont pas observer les saillies. Voilà. Donc en fait, c'est pas que la chienne est infertile, c'est que pour l'instant, il n'y a pas eu de saillie. Donc on peut pas dire que la chienne est infertile si elle n'a pas été saillie. Ça, c'est clair. Donc après, il va y avoir également tout le suivi de chaleur de la chienne, ce qui va permettre aussi, mine de rien, de forcer un petit peu le fait de faire un examen clinique et de vérifier donc si l'état de la chienne est compatible avec une gestation, vérifier qu'il n'y a pas de maladie cardiaque, de choses comme ça, etc. Et donc nous, grâce à des dosages hormonaux successifs, on va pouvoir déterminer la date d'ovulation de la chienne.
Et du coup, après, soit on fait des saillies naturelles, soit on va faire de l'insémination artificielle, en sachant que l'insémination artificielle, c'est pas du tout quelque chose d'invasif chez la chienne. Alors moi, je fais de l'insémination spécialisée, c'est-à-dire que j'insémine pas en vaginal, j'insémine en intra-utérin, en vidéo guidée par un endoscope. Donc en fait, c'est beaucoup moins violent, entre guillemets, qu'une saillie naturelle pour la chienne. Donc tu as des éleveurs parfois qui, quand ils voient l'insémination pour la première fois, disent mais en fait je vais faire que ça parce qu'en fait c'est ultra rapide et beaucoup moins traumatisant pour la chienne. Pour imager un petit peu les choses, souvent on ne sait pas à quoi ressemble le pénis d'un mâle en érection, mais le pénis du chien en érection, ça peut être quelque chose d'assez impressionnant en termes de volume, surtout que tu as des bulbes érectiles à la base qui gonflent dans la chienne et qui fait que les deux animaux restent collés, c'est-à-dire que le chien ne peut plus sortir. Et ça peut durer 15, 20, 30 minutes, 40 minutes parfois. Alors qu'une insémination artificielle, moi mon endoscope, ma caméra, elle fait à peu près le diamètre de mon petit doigt, donc en fait pour la chienne, c'est transparent, elle sent quasiment rien. Le passage du col de l'utérus, c'est pas douloureux du tout, ça se fait par un tout petit tuyau, on injecte et c'est terminé. Globalement, ça va durer même pas 5 minutes. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Le naturel reste la priorité. Il faudrait, dans l'idéal, que tout se fasse au naturel, mais c'est pas invasif. On s'imagine comme un peu, on peut voir dans certains élevages bovins, où le mec il rentre carrément le bras. C'est pas du tout comme ça, parce que nous on le fait par caméra, donc on va avec une caméra jusqu'à l'utérus et après on fait passer en vidéo assistée, donc on voit ce qu'on fait. Voilà, vous avez la chienne qui est debout, qui est pas sédatée, elle est tout à fait présente, on l'a pas anesthésiée, on l'a même pas mis de molécules pour la calmer ou quoi, rien du tout. Alors l'insémination artificielle a un double effet qui se coule, qui est que on va devoir prélever le mâle, et qui dit prélever le mâle dit vérifier sa semence, parce que l'infertilité c'est pas que de la faute de la femelle. C'est pas vrai. Donc du coup, ça va avoir aussi comme bénéfice de pouvoir vérifier la semence du mâle. Et du coup, il arrive que le jour J, on se rende compte que... Alors évidemment, nous, on va toujours dire... Est-ce que vous avez fait faire un spermogramme sur le mâle? Ce serait bien de le faire avant le jour J parce que qu'on se retrouve pas le bec dans l'eau. Après, il y a d'autres causes d'infertilité, des maladies infectieuses. Je vais parler de celle-là parce qu'il y a de la recrudescence en France, c'est la brucellose. Faites très attention à cette maladie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à la limite, si ça provoquait que de l'infertilité chez la chienne, ce serait pas si grave, mais c'est une zoonose. Donc ça veut dire que c'est une maladie qui peut être transmise à l'homme. Là, ça devient différent parce que ça peut être grave. C'est pas une maladie mortelle, mais c'est une maladie qui va avoir un impact sur l'homme. Et ensuite, il y a aussi des causes intra-utérines, c'est-à-dire des dégradations de l'endomètre ou des inflammations de l'endomètre, tout ce qui est endométrite, inflammation vraiment de l'endomètre. Ça peut provoquer de l'infertilité également. Ensuite, on peut classer l'infertilité, si tu veux, en deux catégories. L'infertilité préconceptionnelle, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire des embryons, et l'infertilité post-conceptionnelle, c'est-à-dire que les embryons n'arrivent pas à s'attacher ou alors la femelle avorte. Et là, c'est aussi intéressant d'en parler parce que parfois les gens, j'ai encore des propriétaires aussi qui ne veulent pas faire d'échographie par exemple, et qui vont dire on va voir si elle grossit, on va voir si, voilà. Et ça marche pas bien parce que du coup, sur une chienne qui va être infertile, je sais pas où se situe le problème. Donc on fait le suivi de chaleur, on date ça permet d'exclure le côté mise au mal au mauvais moment. On fait une insémination artificielle, ça permet d'exclure l'infertilité, enfin la mauvaise qualité de semence et d'optimiser les chances parce qu'on met directement dans l'utérus et pas dans le vagin, donc on fait passer la barrière vaginale et la barrière du col utérin. Et ensuite, il va y avoir le suivi précoce parce que tu as des chiennes qui peuvent avoir des embryons au départ et résorber. C'est-à-dire qu'en fait, si les embryons meurent en tout début de gestation, sur la première moitié, voire le premier tiers, ils sont réabsorbés par le corps et tu n'as aucun signe. Donc la chienne, elle va juste paraître pas gestante. Si tu fais juste la radio à 55 jours, elle va juste pas être gestante alors qu'en fait, peut-être qu'elle l'était. Il y a un cas très problématique qui te vient comme ça en tête? Alors, il y en a deux en fait, deux grandes configurations qui sont pénibles. La première, c'est ce qu'on va appeler l'infertilité idiopathique, c'est-à-dire la chienne sur laquelle tu fais tout ça et qui ne prend pas. Pas qui résorbe, pas qui perd sa portée, mais qui, la chienne, elle a 2 ans, 3 ans, elle est dans la fleur de l'âge, elle a un cycle hormonal parfait, on insémine avec un mâle qui vient d'avoir une portée, donc il n'y a pas de doute, on fait d'insémination intra-utérine, etc. Et t'as beau tout faire, ça ne prend pas. Ce qu'on appelle l'infertilité idiopathique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause. Et le plus frustrant dans ces cas-là, c'est que t'es sûr à 99% qu'elle se fait saillir par le premier corneau du coin que ça va marcher. Pourquoi je prends cet exemple-là? Parce que on a une forte suspicion en médecine vétérinaire, même si malheureusement, scientifiquement parlant à nouveau, parce que comme je dis, j'aime bien me baser sur des publications et c'est impubliable, on ne peut pas faire d'études sur ce sujet-là malheureusement, mais on le suspecte fortement qu'il y ait une cause très particulière qu'on appelle l'incompatibilité mâle-femelle. C'est-à-dire qu'un couple ne fonctionne pas. Même si on a fait tout ce qu'il fallait pour s'assurer que tout allait bien, on va conseiller quand même de changer de mâle.
et parfois ça marche. L'autre cas effectivement où j'ai eu effectivement des vraies difficultés, là récemment encore, j'ai eu un cas de chienne qui résorbe la moitié de sa portée à chaque fois et j'ai pas de cause. Alors évidemment le problème c'est que si vraiment on voulait faire les bonnes analyses, il faut faire les analyses au moment où le problème se passe. Là aussi peut-être que le défaut de diagnostic vient du fait qu'en fait on peut pas faire les prélèvements au bon moment. Mais parfois en fait on ne sait pas pourquoi et là c'est probablement une qualité d'environnement utérin qui fait qu'une partie de la portée n'arrive pas à se développer et ça malheureusement on est impuissant. Ouais. Parce que ça voudrait dire passer la barrière éthique pour vraiment vérifier. Ouais. Mais souvent les propriétaires ils veulent pas aller jusque là. Oui bah évidemment. Et comme il y a même, en imaginant que les propriétaires acceptent, vous le feriez ou pas? C'est compliqué, c'est une question difficile que tu me poses parce que effectivement il y a toujours, j'ai vraiment ce côté, je pense que tout le monde l'a compris, très éthique et très voilà, je suis vétérinaire, voilà. Je suis vétérinaire et la santé de l'animal d'abord. Est-ce que tu peux me dire, dans ta spécialité, et je pense qu'on va avoir de meilleures surprises, parce qu'en euro j'étais un peu déçu quand même, je m'attendais à un truc de l'espace, c'est ce que je veux dire, genre wouhou. Mais est-ce que tu peux nous dire quelles sont les avancées technologiques, scientifiques, les plus déterminantes ces dernières années, et éventuellement, si tu es un peu au courant, de ce qui est à l'étude ou ce qui pourrait se préparer dans les prochaines années? Il y a plusieurs choses, il y a plein de choses en fait. Ah ben voilà, là on discute un peu. Non, parce que le docteur Prolo, bon c'était sympa, mais voilà, moi je m'attendais un petit peu de... Alors, dans le plus basique, et peut-être le moins excitant dans l'histoire, il y a tout ce qui est congélation de semences. D'accord, on peut congeler la semence. On peut congeler mais en plus je l'avais lu dans ton livre. Oui. Chez le chat, ça marche pas bien encore pour l'instant. Enfin, on a des techniques. Enfin, c'est surtout que prélever un chat, c'est pas facile parce qu'il faut l'endormir, alors que le chien, tu le prélèves une fois, il est content de venir te voir. Faut dire ce qu'il oui, donc il y a le vrai plaisir masculin dans la reproduction. Alors, est-ce que ça apporte du plaisir? C'est une question qu'il y a dans le bouquin. Est-ce que vraiment ça apporte du plaisir? Ce serait difficile à dire. Je pense pas qu'un chien saillisse par plaisir, parce qu'un chien ne va pas saillir une femelle qui n'est pas en chaleur. Par contre, un mâle qui a déjà été... Ça m'est arrivé de voir des mâles venir en mode pumping up dans ma clinique et reconnaître les cônes de prélèvement. Ils savent que ça fait pas mal et ils savent que finalement c'est quand même pas si mal du tout. Un chat c'est beaucoup plus compliqué, il faut l'endormir et on a des micro-volumes. Des micro-volumes avec une qualité qui est pourrie, que ça peut faire une question à part. Mais le chat a une très mauvaise qualité de semence. Pour le coup, la fertilité du chat est vraiment mauvaise. Ce qui est bizarre parce que c'est quand même étrange. Mais bien sûr. Mais ce qui sauve le chat, c'est la multiplicité des saillies. C'est-à-dire qu'une semence, un éjaculat est mauvais, mais par contre une chatte quand elle est en chaleur elle fait pas qu'une seule saillie, elle en fait plein et donc en fait on est sauvé par la quantité. Or comme tu dois endormir le chat pour le prélever, tu le prélèves pas 15 fois. Donc en fait pour l'instant là on n'a pas d'avancée technologique suffisante pour faire de la congélation, pour proposer comme ça de la congélation. Tu as la congélation de semences chez le chien qui est une, je vais pas parler d'avancée technologique parce que ça fait quand même longtemps, mais ça fait partie des biotechnologies qui peuvent être intéressantes quand vous voulez garder la génétique de votre animal. Disons qu'ils sont désormais accessibles. Tout à fait. Pour nos animaux de compagnie. Nous, on a une banque, au sein d'AniRepro, nous avons une banque de semences. Si on veut aller un petit peu plus loin, chez la vache, notamment, il y a du sexage de la semence. C'est-à-dire que tu as des machines qui sont capables de séparer les spermatozoïdes X des spermatozoïdes Y pour pouvoir n'inséminer la vache qu'avec des spermatozoïdes X. C'est le mâle qui donne le sexe du bébé. Il faut quelques mâles quand même pour faire de la repro. Mais ce qui est intéressant, c'est les femelles. Et c'est vrai que quand tu insémines avec de la semence X, ça te permet, alors c'est pas du 100% de réussite, le sexage des paillettes, mais quand même ça marche très bien et ça permet du coup de ne pas avoir de perte, c'est-à-dire que là aussi on peut se poser des questions en élevage sur l'éthique, parce que qu'est-ce qu'on fait des veaux mâles? Donc ça déjà c'est des avancées beaucoup plus importantes, de pouvoir vraiment séparer les spermatozoïdes X des spermatozoïdes Y et du coup de pouvoir inséminer qu'avec du X et donc de faire des femelles par exemple. On le fait pas du tout en chien, hein, attention, hein, là je te parle des avancées un peu multi-espèces. Ensuite tu vas avoir tout ce qui est FIV ou transfert d'embryon. Ça on sait très bien le faire dans quasiment toutes les espèces sauf le chien. Alors en pratique on le fait pas chez le chat, mais techniquement parlant ce serait possible. La FIV, c'est-à-dire la fécondation in vitro, c'est-à-dire aller injecter un noyau de spermatozoïde dans un ovule, techniquement on sait le faire. Le problème qu'on a chez le chien, c'est que le chien les canidés de façon générale, a une particularité physiologique qui est que l'ovocyte, quand il sort de l'ovaire, il n'est pas mature. Il ne peut pas être fécondé tout de suite. Et en fait, la maturation ovocytaire en laboratoire, pour l'instant, mais il y a énormément d'études en cours, on n'y arrive pas bien. L'ICSI, c'est-à-dire l'injection de l'ADN du mâle directement dans la femelle, dans le noyau de la femelle, Intracytoplasmic Sperm Injection. ICSI.
Voilà. Ne le reproduira pas. Mais en gros, c'est ça. Alors, je vous laisse chez vous essayer. Voilà, essayez, vous repassez le passage en boucle. Et puis voilà, vous faites une petite vidéo en train de le prononcer aussi bien. Et puis, non mais faut mettre un peu de scientifique dans les trucs rigolos qu'on raconte. Quand même. Ouais, non mais voilà, puis c'est un petit challenge. Voilà, je vais lancer une petite trend d'Instagram. Ceux qui arrivent à me claquer ce truc-là, qui se filment en train de le faire, allez-y, lâchez-vous parce que ça m'intéresse. Voilà. Ça se fait chez l'homme. Hein, c'est ce qui se fait beaucoup pour la formation d'embryons et les FIF, hein, la PMA. Chez la chienne, pour l'instant, ça ne se fait pas. Donc ça fait partie des avancées technologiques. Les transferts d'embryons, ça peut être important. Par exemple, prenons un exemple chez la jument. On sait très bien, ils savent très très bien le faire chez la jument. Et ça va se faire par exemple chez une jument qui va être à haute valeur génétique, mais qui est un peu âgée, qui a fait sa carrière dans le sport, etc. Qui va être un peu âgée ou qui a un utérus de mauvaise qualité, donc qui va produire des ovocytes, mais qui ne va pas être en capacité de maintenir une gestation. À ce moment-là, tu prélèves les ovocytes, tu fais de la fécondation in vitro et tu réinjectes les embryons dans une autre femelle. Ou alors, tu prélèves quasiment des embryons de cette femelle-là et tu les mets dans une autre femelle qui va gérer la gestation. D'accord. Voilà, c'est un peu de la GPA. Ok. Finalement, la gestation pour autrui. On sait le faire chez l'homme, on sait le faire chez l'animal, pas chez la chienne. Et ensuite, on va avoir, alors j'oublie peut-être des choses, mais comme on en a discuté, il faut qu'on parle du clonage. Ah ben voilà, non mais je l'attendais celui-ci. En plus, dans ma tête, j'étais là, donc je suis bon pour le clonage. On a abordé le sujet sur la dermato, sur un truc un petit peu... parce qu'en fait, il expliquait, le dermatologue, je lui posais la question justement sur les avancées scientifiques, et il m'a parlé justement du clonage, et en fait, il s'était aperçu, en clonant le chien, qu'ils avaient cloné en fait la maladie qu'il avait. Oui. Là, ça va intéresser ceux qui n'ont pas regardé la dermato. Et donc, on peut cloner les chiens. Le principe du clonage, c'est de recréer un individu qui est identique génétiquement au précédent, d'accord? Pour ça, alors j'espère qu'il n'y a pas de spécialistes du clonage qui vont m'entendre parce que vraiment je donne les grandes lignes et du coup ça peut être interprété comme complètement faux ce que je vais raconter, mais vraiment... S'il y a des spécialistes du clonage, calmez-vous. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, on essaye d'être... Voilà. L'idée, c'est d'aller prélever. Si on veut te cloner toi, je te prélève une cellule, je récupère le noyau de la cellule qui va contenir la génétique de moi. Ta génétique. De moi, voilà. De moi, à moi, tout de moi. Exactement. Et donc, je vais l'injecter dans une cellule qui va avoir des capacités de dédifférenciation, c'est-à-dire que souvent on va prendre notamment par exemple une cellule d'ovocyte, celle qui est capable de faire la cellule œuf, on va enlever sa génétique à elle, on enlève son noyau à elle et on réinjecte le tien. Il y a des étapes intermédiaires évidemment. Au lieu de rajouter de l'ADN, c'est-à-dire d'y mettre du spermatozoïde pour faire une cellule œuf, on retire ce qui est le demi-ADN qu'elle a, puisque l'ovocyte c'est du demi, et on va y injecter ta génétique à toi, ton noyau à toi. Et du coup, ça va faire comme s'il y avait eu comme le travail qui avait été fait au départ, mais voilà. Donc déjà du préparé, coup, quoi. Elle va se diviser comme une cellule œuf, ça va faire un embryon, etc. avec ta génétique. Et donc ça refait un embryon de toi. Avec tous les problèmes de santé possiblement que j'avais génétique j'entends, parce que après, voilà. La construction d'un individu n'est pas que génétique. Bien sûr. Elle est environnementale. Ce qui veut dire qu'un individu qui naît en 1990 et un individu qui naît en 2024 ne sera pas le même. On est d'accord que le clonage, on est quand même sur de l'éthique. Ah oui, ça se fait pas en France. Je pars du principe que Sola, par exemple, on veut essayer de le cloner génétiquement. Est-ce que ça voudrait dire que son alopécie X... Très probablement. Serait sur ses clones, oui. Le clonage au départ a été fait pour, enfin, au-delà de la recherche, hein, ça a été fait notamment pour le travail. L'Argentine, c'est un des grands pays du polo, le sport, le polo à cheval. Ils prennent le meilleur cheval et puis ils en font des clones et du coup ça fait une équipe de clones en pensant qu'ils vont avoir tous les mêmes capacités que le cheval initial. D'accord. Il n'y a pas que la génétique, il y a l'entraînement aussi. L'environnement, la capacité respiratoire. Donc ça a été le clonage dans ces pays-là. Ensuite, tu as la Corée qui s'est mis effectivement au clonage du chien et eux, initialement, ils clonaient des chiens militaires. D'accord, eux, au départ c'était militaire parce que je sais que maintenant c'est très... La recherche avait toujours un but quand même de travail, d'aide à l'homme, etc. D'accord. Et après, effectivement, comme c'est toujours pareil, les gens commencent à savoir que ça se fait, etc. Et toute une filiale plus privée se met en place. Alors il faut savoir qu'en France, c'est considéré comme non éthique et ça ne se fait pas. Et ça ne se fera pas ou... J'ai pas de boule de cristal. Clairement, on n'y est pas. D'accord. Mais par contre, effectivement, ça se fait en Corée, ça se fait aux États-Unis, et je crois qu'il y a des intermédiaires en Angleterre aussi où tu peux envoyer la génétique de ton chien pour qu'elle soit gardée, parce qu'évidemment, souvent les gens ils pensent au clonage quand le chien meurt. Donc ça, le clonage, effectivement, c'est une avancée technologique. La sélection génétique
a de façon assez rapide un impact sur la reproduction. Quand tu crées un goulot d'étranglement génétique parce que tu sélectionnes des individus et tu finis par te retrouver sur une génétique moins variable, tu as une perte en qualité de santé et une perte en qualité de fertilité. Tu as notamment une espèce, c'est notamment on parlait de pourquoi j'ai voulu faire de la repro. Et bien quand la première fois mon mentor qui est le professeur Alain Faubonne a fait cette conférence quand j'étais en première année sur la reproduction des guépards, il expliquait que le problème du guépard, il n'y a pas que l'impact de l'homme et j'en parle dans mon petit livre. Mais il y a eu à un moment donné un goulot d'étranglement génétique qui fait que quand tu regardes le génome de différents individus de guépards, eh bien tu as une variabilité génétique qui est faible. Tu es sur une probabilité de disparition de l'espèce extrêmement forte. Les individus vont être malades, la fertilité est extrêmement faible, etc. Et du coup, tu as une rupture et l'espèce disparaît. C'est le cas qu'on a aussi avec le panda, il me semble. Voilà, c'est toutes ces espèces à faible densité de population. Exactement. Donc du coup, effectivement, c'est là que sur les guépards, on peut intervenir en essayant, pour augmenter la variabilité génétique, de croiser des individus. Alors, on pourrait se poser la question de l'éthique parce que du coup, on le fait de façon artificielle, mais c'est dans un objectif de sauvetage de l'espèce, croiser des individus qui sont le plus éloignés possible géographiquement, en espérant que ces individus-là aient une variabilité génétique beaucoup plus importante. D'accord, ou notamment utiliser par exemple des lignées de zoo qui vont avoir moins de rapports génétiques avec des lignées sauvages. C'est là où les avancées technologiques sont intéressantes et où l'insémination artificielle, du coup le prélèvement d'un mâle, la conservation génétique au niveau de la semence est importante et elle est après pour pouvoir effectivement aller inséminer des femelles sur le terrain. Est-ce qu'il y a, là on va rester sur du chien, des espèces qui sont plus sujets que d'autres aux problèmes de fertilité, aux maladies du système génétique, voilà. Effectivement, on va avoir des races où on se rend compte que la fertilité est moins bonne. Après, tu as des races qui vont avoir des problèmes de reproduction hors fertilité. Par exemple, tu as des bulldogs qui sont ou des bullies. Maintenant, il y a beaucoup de bullies aussi, donc tout ce qui est micro-bullies, etc., qui ne savent pas se reproduire tout seuls. Pas parce qu'ils sont pas fertiles, mais parce que on n'arrive pas à avoir des saillies naturelles et on n'arrive pas à avoir de mise-bas naturelle. Et là, effectivement, la question éthique se pose. C'est pour ça que la FCI, la Fédération canine internationale, dans ses chartes, dit que une chienne n'a le droit d'avoir de l'artificiel que si elle a eu une portée au moins en naturel, qui permet de mettre un garde-fou sur le fait que toute chienne mise à la reproduction doit être capable de le faire naturellement. On commence à avoir beaucoup, dans certains pays, d'interdictions sur des races à haute pathologie, on va dire. Attention, je sais qu'il y a beaucoup d'éleveurs maintenant qui font qui sont en train de revenir en arrière pour retomber sur des races beaucoup plus rustiques. Avec un museau un peu plus allongé. Ce n'est pas un jugement que je fais, c'est un constat. C'est lorsque vous partez sur une race hypertype, il faut que vous preniez en considération le fait que pour des critères esthétiques, vous acceptez que votre animal risque d'avoir, encore je dis risque, des problèmes de santé toute sa vie. Il y a des éleveurs de races qui ne sont pas en hypertype. Exactement, voilà, c'est ça. Tu as maintenant beaucoup d'éleveurs, notamment à nouveau sur du bulldog, puisque c'est la grande race dont on parle toujours, qui font un rétropédalage là-dessus et qui vont favoriser d'abord la santé, favoriser le côté beaucoup plus rustique, revenir sur des races, enfin sur un physique qui permet à la chienne d'avoir une saillie naturelle et une mise-bas naturelle. Et souvent, effectivement, c'est avec le museau un petit peu plus allongé, associé à une perte du côté hypertype, ouais. Avec le bassin qui descend moins bas, les bergers allemands, enfin. Voilà, c'est ça. Alors ça, là, le berger allemand, c'est un autre gros exemple. T'as effectivement les problèmes de dysplasie du berger allemand, les problèmes de cœur du cavalier King Charles. Ça, c'est pareil. C'est pour le coup la SCC, mais certains garde-fous maintenant. Ce qu'on ne paye pas à l'achat du chien, on le paiera en frais de vétérinaire, on le paiera en problèmes de santé, en temps. Voilà, c'est très souvent. C'est très souvent quand un éleveur met un prix, c'est marrant, divisé par deux. Posez-vous la question déjà, en fait. Oui. Et ensuite, dans les problèmes purs de fertilité, à nouveau, j'ai pas de publication scientifique qui va me dire cette race est plus fertile qu'une autre. On a des races qui sont globalement très fertiles, très souvent. Typiquement, les hypertypes, les bulldogs sont souvent très fertiles, les bullies sont souvent très fertiles, les lévriers souvent sont très fertiles aussi. Et alors, je vais peut-être faire dresser les cheveux sur la tête de certains éleveurs, mais moi, je trouve gros problème de fertilité chez le bouvier bernois, par exemple. Quand les gens viennent me voir pour un problème de fertilité sur un bouvier bernois, souvent, je commence en leur disant je vous promets pas d'y arriver. Là récemment, j'ai eu pas mal de soucis sur le Scottish Terrier, le chien de La Belle et le Clochard.
chien noir. Okay. Je trouve que c'est pas facile non plus. J'ai quelques races comme ça où c'est compliqué, ouais. Où j'ai pas forcément de cause. D'ailleurs, j'ai regardé, je fais une petite aparté, j'ai regardé un documentaire que je vous recommande, mais alors 1000%, sur justement que se passerait-il si l'être humain devait du jour au lendemain disparaître de la surface de la Terre. Bon, c'est la grosse ambiance. Comment la nature vivrait. Ils expliquaient que notamment au niveau des races canines, celles qui s'en sortiraient, mais vraiment pas du tout, c'est justement les fameux brachycéphales. Ah bah oui. Alors, le chien de façon générale, de toute façon. Le chien c'est une espèce qui est dépendante de l'homme. Très clairement. Les rares chiens qui vraiment arriveraient à s'en sortir, je vous recommande. Voilà. Et c'est avec des belles images de synthèse et tout, c'est vraiment génial. Ensuite, une autre question, comment puis-je aider ma chienne à se remettre après la naissance de ses chiots? Eh bien déjà avec une bonne alimentation. Ça, c'est en gérant l'alimentation avant la mise bas et en gérant l'alimentation pendant la lactation. C'est un essentiel, ouais, vraiment. L'alimentation, c'est hyper important. Et puis, avec une bonne gestion des parasites, aussi pareil. Et puis, l'aide à la chienne vis-à-vis des chiots aussi. C'est-à-dire que si on voit qu'une chienne, elle en a 15 et qu'elle a pas énormément de lait, de l'aider aussi, de la soutenir en faisant un peu d'alimentation artificielle sur les chiots, ça va évidemment l'aider derrière à récupérer plus vite. Je vais faire une dernière intervention, un petit teasing un petit peu particulier parce que je vais recevoir le 30 août ou le 1er septembre. D'accord. Un petit chiot en famille d'accueil. Il y a une femelle husky, il lui manque une patte. D'accord. Voilà, en fait elle est issue d'une portée de 5 chiots. Oui. Dont 3 ont été tués par la mère. Et elle lui a mangé une patte. Et ouais, elle lui a mangé. Voilà. Donc ma question c'est, est-ce que ça arrive souvent ça? Le cannibalisme? Le cannibalisme. Souvent non, mais c'est pas quelque chose de rare. Alors il y a plusieurs causes possibles au cannibalisme de la mère. Tu as des chiennes qui sont pas faites pour ça. Ce qui revient un petit peu à la question qui était est-ce qu'il faut que ma chienne ait une portée? Bah, t'en as qui ne sont pas maternelles. Surtout pas en fait, voilà. Donc il y a des chiennes qui sont pas forcément faites pour ça et qui effectivement vont manger la portée. Mais quand même, globalement, souvent, ça va être un problème environnemental. Parce qu'elles estiment que ça ne remplit pas les besoins pour les chiots, vont tuer une partie de la portée. Le cannibalisme, ça peut être aussi parce qu'il y a un problème sur les chiots. Dans la nature, la louve, un chiot faible, elle l'exclut, voire elle le tue, effectivement, pour protéger les autres. C'est de la sélection naturelle. Ensuite, tu as aussi tout ce qui est réaction post-césarienne. Surtout si c'était une primipare, c'est-à-dire première portée, donc ne sait pas ce que c'est qu'un chiot, ne sait pas s'occuper d'un chiot, et surtout si elle n'a pas vécu la mise bas, c'est-à-dire que si elle n'en a pas sorti un ou deux et que donc elle n'a pas vécu une partie de sa mise bas, effectivement la césarienne peut être un facteur de risque de cannibalisme. Évidemment, c'est très peu fréquent aussi, sinon on ne ferait plus de césarienne. Parfois, à nouveau, par trop d'enthousiasme, elles vont en croquer sans faire exprès. Voilà, donc tu vois, il y a plein de choses qui peuvent expliquer du cannibalisme. Donc pas n'importe quand, pas n'importe où, pas n'importe comment. J'ai regardé dans le livre et ça va, et justement parce que t'en parlais avec la femelle, mais également la présentation des des petits au papa. Ah oui. Inutile. On est parce que nous on vient avec un côté romantique, on s'imagine là, tu sais genre oh papa, je t'ai cherché toute ma vie. En fait, ça se passe pas du tout comme ça quoi en fait. Non, pas du tout. Les chiens ont pas cette espèce d'instinct paternel. Non, c'est ça. Le mâle n'a pas de rôle initial. C'est-à-dire que voir ça peut être dangereux. C'est-à-dire que les chiots, on ne les met pas en contact. On va revenir à la base. La maternité, là où sont les chiots, c'est un sanctuaire. Ce sont des individus extrêmement fragiles. Donc ils sont au début avec la mère et c'est tout. Et les individus de la famille, jusqu'à ce que les chiots soient capables de marcher, courir, se défendre, se fuir. Maintenant, le côté mâle de la famille, les autres individus de la famille peuvent participer à l'éducation des chiots. Pas du tout au côté maternel. Et d'ailleurs, tu as des mères qui peuvent être la meilleure copine du monde quand elles n'étaient pas gestantes, mais qui, à partir du moment où il y a des chiots, peuvent devenir agressives avec les autres chiens. Même si c'est le papa, rien à faire. On protège la portée. D'accord? Donc, faut faire attention parce qu'il peut se prendre un coup de dent, le petit chouchou. Et lui aussi peut être agressif envers les chiots. D'accord? Donc, il n'y a pas de comportement paternel. Par contre, les adultes, mais que ce soit le père ou un autre, peuvent participer à l'éducation, à la sociabilisation du chiot à partir du moment où il peut être sociabilisé. Donc, quand il commence à se déplacer, à marcher. Vraiment, moi, ce que je dis, c'est que le chiot doit être en capacité de fuir. Merci infiniment, Juliette, pour ton temps. Merci à toi. On n'a pas pu tout couvrir parce que vraiment... C'est large, hein? Non, mais c'est... Mais bon, après, c'est ton pain.
son métier, quoi. Hein. Donc on peut pas en 1, 2, même 3 vidéos arriver à couvrir 10 ans d'études et de formation. En tout cas, voilà. Merci infiniment. Merci à vous d'avoir suivi la vidéo. Merci. Je pense que vous avez 1001 questions qui vous viennent. L'espace commentaire est fait pour. Soyez indulgents parce que c'est moi qui réponds aux commentaires. Vous pouvez évidemment liker cette vidéo, la partager et puis bien sûr abonnez-vous à la chaîne parce que d'autres vidéos comme celle-ci vont être faites. Puis voilà, ça nous permet d'avoir une bonne visibilité et c'est aussi grâce à vous que c'est possible. Merci encore une fois Juliette. Merci à toi, vraiment. C'était vraiment un plaisir. On aurait pu papoter comme ça pendant super longtemps. N'hésitez pas surtout, vous voyez, ce livre-là, il est hyper intéressant. Ça couvre énormément de choses. Donc c'est les 100 questions, la sexualité d'un chien et du chat, reproduction et santé, édition Poulot. C'est ça. Par Juliette Ross Pichelot. Merci beaucoup. Avec plaisir.